Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux encore de vous retrouver dans votre émission Terroir. Terroir, comme je vous l'ai dit, est toujours sur le terrain, à l'approche des populations, à l'approche des chercheurs, des décideurs, mais également de tous ceux qui s'investissent pour le développement à la base. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Mamadou Lamine Manga. Il est historien, mais il est très passionné de développement local, d'agronomie, de tout ce qui est lié à l'environnement. Nous allons évoquer la question du terroir dans toutes ses dimensions. Alors, professeur, véritablement merci. Merci de nous avoir donné cette occasion de discuter avec vous. Alors, on parle de terroir. Le terroir, qu'est-ce que ça peut représenter pour un chercheur, un historien d'abord, sur le plan historique? Qu'est-ce que ça peut donner à comprendre? Merci. Il me plaît de répondre à cette question-là. Lorsqu'on parle de terroir, c'est d'abord un espace qui est marqué par une culture, par une langue, par des croyances, mais également par un paysage. Et surtout ici en Casamance, le terroir, en fait, c'est un espace, des espaces qui sont marqués par, disons, un paysage agraire, n'est-ce pas, avec des modes de culture, des pratiques, des croyances, des valeurs qui sont véhiculées. Donc c'est également un peuple qui a ses rites et tout, mais un peuple ici en Casamance qui est marqué par voilà, l'écologie. C'est pourquoi on constate que nos sociétés ici, nos terroirs, sont des terroirs qui sont des terroirs écocentrés. Alors, professeur, au-delà de la Casamance, dans les autres terroirs, quelle doit être, disons, la politique à mener pour qu'il y ait un véritable développement à la base? Merci beaucoup. Les terroirs ici au Sénégal sont très nombreux. Il y a plusieurs terroirs. Auparavant, dans le cadre du découpage administratif à l'époque coloniale, même sous le Sénégal post-colonial avec Senghor, on avait réparti le Sénégal en 7 régions naturelles qu'on aurait pu appeler des terroirs. N'est-ce pas? La Casamance en fait partie, le Sénégal oriental, le Fouta et autres. Mais ces terroirs-là, qui ont un énorme potentiel, ce potentiel-là est très mal exploité. Parce qu'aujourd'hui, si nous considérons l'ensemble sénégalais, on doit pouvoir comprendre une chose. Le Sénégal est un arbre. Les régions périphériques constituent les racines de cet arbre-là. Donc, de la Casamance à la vallée du fleuve, en passant par le Sénégal oriental, le potentiel, il est énorme. Malheureusement, il est inexploité. Et Mamadou avait tellement bien compris, au même titre que le pouvoir colonial, en réalité, il peut y avoir un développement harmonieux et inclusif si les terroirs de l'intérieur ne sont pas pris en charge, ne sont pas pris en compte. Malheureusement, jusqu'ici, les terroirs ne tirent pas leur épingle du jeu de ce rapport de l'État central donc aux périphéries. Or, dans le secteur primaire, je considère que c'est un secteur qui doit être mis en avant. Mamadou l'avait compris. Sans le développement rural, on ne peut pas avoir un développement. Et le développement rural, qui parle de développement rural, parle d'abord du secteur primaire. L'agriculture et l'élevage, qui sont les deux mamelles nourricières de l'humanité. Et qui devaient nous permettre d'avoir une économie vraiment autocentrée. Contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, par notre économie, il faut le dire, c'est une économie qui est extravertie, très tournée vers l'extérieur. Chaque année, nos services de douane se targuent de faire des milliards de recettes, mais au fond, c'est un développement qui n'est pas inclusif et qui ne prend pas en compte les préoccupations des populations, un développement qui n'est pas équilibré et qui crée même des inégalités. On le voit aujourd'hui à travers le référentiel du gouvernement pour les investissements à faire sur le quinquennat là, mais l'essentiel des investissements seront réalisés dans 3 régions, Dakar, Diourbel et Thiès. Et le reste du Sénégal est un peu laissé en rade. Ouais, donc nous trouvons que c'est des anomalies qu'il va falloir corriger, sans quoi il y aura des tares qui seront toujours congénitales à notre programme de développement et ça ne fera que créer des inégalités qui sur le long terme peuvent créer des frustrations. On regarde aujourd'hui Dakar comparé aux autres régions, ce qu'on constate, mais Dakar est une ville qui est dans une quête de modernité perpétuelle. Alors que les périphéries, c'est comme si on était toujours à l'époque néolithique. Donc il faut corriger ces gaps-là en misant sur le secteur primaire, l'agriculture et l'élevage, en mettant en place surtout des fermes communautaires qui peuvent être vraiment des piliers du développement national. Alors là, ce n'est pas une seule discipline qui doit être concernée, comme la vôtre, l'histoire, mais toutes les disciplines, tous les acteurs. Comment faire pour intéresser tout le monde pour qu'il aille vers le terroir?
Merci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, la science, qu'elle soit universitaire ou même scolaire, doit être au service du développement. Quand une science ne répond pas aux aspirations du peuple, elle ne sert pratiquement à rien. Donc nous pensons que d'abord, il faut réformer le système éducatif, le mettre en adéquation avec les préoccupations de développement de l'État du Sénégal. Mais que les gouvernants aussi changent un peu de paradigme par rapport à la pratique politique. Parce qu'aujourd'hui, l'État sénégalais ou les États africains de façon générale font croire que voilà, on peut toujours atteindre l'État-providence. Or, l'État-providence, c'est une illusion. On peut avoir un État qui crée les conditions de l'employabilité, mais l'État ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Et de ce point de vue-là, nous pensons que les gouvernants eux-mêmes doivent changer d'optique pour montrer aux populations que la politique doit consister à l'éducation des masses, à s'approprier des valeurs et des principes de gouvernance qui permettraient vraiment à chacun d'avoir ce sens élevé, n'est-ce pas, d'appartenir à la nation et ce devoir de servir la nation pour que vraiment nos jeunes générations puissent en tirer profit. Et de ce point de vue-là, il faut une synergie des acteurs, que nos leaders politiques soient des praticiens du développement, qu'ils ne soient pas uniquement des théoriciens du développement ou des gens qui nourrissent un idéal pieux, mais ils doivent, en dehors de la théorie, mettre en pratique cette théorie-là. Voilà pourquoi nous insistons sur le fait qu'il y a une triptyque par rapport au développement. Il faut le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir, c'est tout ce que l'on apprend à travers les universités, à travers les écoles, mais le savoir-faire, c'est l'expertise qu'on acquiert par la pratique du développement, surtout dans le monde rural, n'est-ce pas? Et le savoir-être, c'est tout ce qu'il y a comme valeur. Et l'Afrique a ces valeurs, n'est-ce pas, qui fondent l'africanité. Malheureusement, ces valeurs-là, aujourd'hui, on est en train de les fouler aux pieds. Voilà pourquoi nous considérons qu'il faut en réalité une refonte de nos systèmes politiques, mais une refonte des programmes de développement pour partir des périphéries qui vont nourrir, n'est-ce pas, les centres urbains. Et de ce point de vue-là, nous avons conceptualisé deux choses. C'est-à-dire qu'une agriculture d'échelle qui part de l'agriculture familiale à l'agro-industrie. Mais à cette agriculture-là sera aussi arrimée une industrie d'échelle qui puisse prendre en compte les préoccupations des communautés rurales en termes de nutrition, en termes de commerce, en termes de captage de la production des villages, mais dans les agglomérations, qu'on ait également d'autres industries qui vont faire la transformation pour nourrir les grandes villes. Maintenant, au-delà de cela, on peut avoir l'agro-industrie de pointe qui peut aider à conquérir le marché mondial. On a un potentiel énorme. Il faut juste sortir des schémas qui nous ont embrigadés dans cette idée que le Sénégal fait partie du Sahel. Le Sahel, c'est une construction. Venez en Casamance, vous verrez qu'on n'a rien à envier à la Côte d'Ivoire, au Bénin, à d'autres régions de l'Afrique subsaharienne. Donc le potentiel, il est là, mais il faut l'exploiter par le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Alors, professeur, je rappelle que nous sommes avec vous, que vous nous recevez aujourd'hui, disons, dans votre jardin. Vous êtes quelqu'un qui est très pratiquant dans les activités agricoles. L'État est en train de faire en sorte qu'il y ait maintenant des pôles territoires, des coopératives. Est-ce que c'est le chemin peut-être qui est le plus à même d'intéresser tout le monde sur la question du développement à la base? Oui, tout le monde, de la même manière que tout le monde ne peut pas être dans les bureaux, tout le monde ne peut pas devenir agriculteur. Donc il faut d'abord de l'éducation. Dans les programmes scolaires, il faut que l'État insiste beaucoup sur la formation au métier de l'agriculture, au métier du secteur primaire. Ensuite, au niveau des universités, il faut des formations adaptées. Je l'ai dit plus d'une fois, au Sénégal, les études de développement ne sont pas très prises en compte. Il y a des facultés classiques qui sont là, des UFR, des unités de formation et de recherche classiques. Mais je pense que l'État doit aussi créer des facultés de développement où on va penser le développement suivant les schémas africains et suivant les aspirations de nos peuples et essayer de les mettre en œuvre. Et moi, je suis de ceux-là qui considèrent qu'on ne peut pas se développer en important ce que nous consommons. Le secteur primaire, il est essentiel. Il faut former les jeunes à cela, encadrer les masses paysannes, mais que l'État aussi comprenne qu'il y a eu des schémas auparavant avec les coopératives sous le régime de Mamadou Dia et Senghor, mais on n'a qu'à ramener ces programmes-là, les corriger, créer une structure d'État qui aura des démembrements dans les régions, mais qui sera proche des populations et qui sera davantage à l'écoute des paysans. Dans notre pays, très souvent, les politiques qui sont élaborées ne prennent pas en considération les préoccupations des paysans. Or, sont les principaux concernés. Vous voyez, on a des gens qui sont formés à l'agronomie et à d'autres métiers, mais qui sont plus des théoriciens. Or, le praticien, c'est le paysan qui est sur le terrain. Donc, l'État doit être plus à l'écoute des populations, des paysans,
prendre les préoccupations en compte, essayer de les transformer en une politique rationnelle qui prenne en compte aussi les intérêts du pays. Voilà, donc c'est en cela que nous croyons. Nous pensons que dans chaque terroir, il faut au moins des fermes communautaires. Plusieurs fermes communautaires, des emplois verts qui seront créés, l'armée nationale qui est là, qui attend une guerre qui n'arrivera pas ou qui n'arrivera pas de sitôt, mais il faut que cette armée-là soit aussi une armée verte, n'est-ce pas? Donc, et les femmes doivent être responsabilisées. En Casamance, ici, on a beaucoup de vallées rizicoles, mais qui ne sont pas prises en charge. Je l'ai dit à travers une conférence de presse dernièrement, le Sénégal s'est enorgueilli d'avoir réalisé 420 000 tonnes de riz dans la vallée du fleuve. C'est très bien, mais nous considérons que c'est très insuffisant si l'on considère le potentiel de ce pays-là. Nous disposons de 89 000 hectares de rizières, de vallées rizicoles. La Casamance, elle toute seule, a 60 000 hectares. Et nous avons des civilisations rizicoles qui ont pratiqué la riziculture pendant des siècles. Donc c'est naturel qu'en Casamance qu'on développe la riziculture. Nous avons les sociétés Douala sont des sociétés rizicoles. Pourquoi donc l'État ne s'appuierait pas sur ces sociétés-là pour que désormais nous ne puissions plus importer du riz, mais qu'on soit même un pays distributeur exportateur de riz? C'est très possible. D'autant qu'il pleut beaucoup ici. Donc voilà des schémas qui sont là, mais il faut de l'inventivité, parce que tous nos leaders, on peut le reconnaître, ils ont l'amour de la patrie, ils ont de l'audace, mais ce qui manque à nos gouvernants, à mon humble avis, c'est surtout l'inventivité dans les petits développements, dans le déroulement des programmes. Et aussi, nous devons mettre en œuvre ce que nous appelons la pédagogie politique par l'action. Le leader ne peut pas se contenter d'être dans le bureau. Le leader ne peut pas se contenter vraiment de théorie. Le leader doit être sur le terrain, n'est-ce pas, pour montrer la voie aux populations.